À Cotignac, au cœur de la Provence, souvent considéré comme l'un des plus beaux villages de France, le paysage est aujourd'hui méconnaissable. Les rues et les maisons sont recouvertes de cendres après le violent incendie qui a frappé cette commune médiévale accrochée à sa falaise. Une soixantaine d'habitations ont déjà été détruites, des chevaux et d'autres animaux domestiques ont péri dans les flammes. Pour de nombreux habitants, l'émotion est immense. Certains ont fondu en larmes en découvrant qu'ils avaient tout perdu. Le feu s'est déclaré à Cayade et c'est mon ex-belle-mère en fait qui s'est retrouvée coincée dans les flammes. Elle est retournée chez elle pour aller sauver ses chats, les mettre en sécurité et en fait elle s'est retrouvée prise par les flammes en sortant. Et sa sœur a été la récupérer en voiture, elles ont voulu partir toutes les deux et au final elles se sont retrouvées coincées et prise de panique, elle est sortie de la voiture. Elle s'est réfugiée dans la piscine d'un de ses voisins. When I went to work this morning, my colleague told me that his parents completely lost their house because of the fire last night in Cotignac, so they had to leave. Le feu a également menacé le monastère qui domine le village. Les religieux ont dû être évacués et accueillis par des habitants. Cotignac compte environ 2500 habitants, mais sa population quadruple chaque été avec l'arrivée des touristes. Malgré le choc, les habitants se mobilisent. De nombreux bénévoles prêtent main forte aux pompiers et d'autres ouvrent leurs portes aux sinistrés. I, in fact, was welcomed to someone else's house in Sarrião, a friend of a friend. I showed up with my cat and my best friend and his baby, and they took us on like family. So we're lucky to have a small, tight-knit community, and I'm thankful for that. That's Cotignac. Les avions bombardiers d'eau poursuivent leur rotation au-dessus de la région, tandis que plusieurs incendies continuent de faire rage autour des villages. Une démission annoncée, sitôt retirée. En France, la ministre de la Transition écologique Monique Barbu accepte de rester au gouvernement à la demande d'Emmanuel Macron. Sa décision a été motivée par l'urgence d'agir contre les conséquences du changement climatique qui frappe durement le pays, a indiqué son cabinet. Quelques heures plus tôt, Monique Barbu avait annoncé son intention de quitter ses fonctions, dénonçant le recul environnemental de trop après l'adoption de la loi d'urgence agricole. Emmanuel Macron, qui a refusé sa démission, lui a réaffirmé son soutien. Le président et la ministre se sont accordés sur 3 priorités, l'eau, la forêt et la santé environnementale, a précisé la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Mardi, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi d'urgence agricole du gouvernement. Le texte prévoit la réintroduction sous certaines conditions de plusieurs pesticides autorisés dans l'Union européenne mais interdits en France pour plusieurs filières en difficulté, notamment celle de la noisette et de la betterave sucrière. Parmi ces pesticides, l'acétamipride, une substance phytosanitaire toxique pour les abeilles. La réintroduction de ce pesticide était déjà prévue par la loi du plomb. Le texte avait toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel. Avant la visite d'Antonio Guterres en Syrie prévue cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a consacré sa réunion de ce mardi à la situation dans le pays. Des discussions motivées par les conclusions d'une enquête interne indiquant que le sud de la Syrie demeure instable, notamment en raison des opérations israéliennes qui violent la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Au cours de la réunion, les responsables de l'ONU ont malgré tout salué une avancée majeure de la transition politique syrienne avec la création d'une Assemblée du peuple et d'une Cour constitutionnelle suprême. Ils ont toutefois rappelé que, malgré une amélioration de la situation, les besoins humanitaires restent immenses et les financements largement insuffisants. Ils ont souligné que les 2 tiers de la population, soit environ 15 millions de personnes, ont toujours besoin d'une aide humanitaire. L'appel de fonds de l'ONU n'étant financé qu'à moins d'1 tiers et l'aide alimentaire ayant été fortement réduite, les agences onusiennes réclament un soutien financier d'urgence afin d'intensifier l'assistance apportée aux populations les plus vulnérables. Pour les Nations Unies, le succès de cette transition se jugera à la possibilité qu'auront les Syriens à reconstruire leur vie dans leur pays. Antonio Guterres deviendra le premier secrétaire général de l'ONU à effectuer une visite en Syrie depuis 2009. Il prévoit de rencontrer des responsables et d'apporter son soutien aux changements politiques en cours dans le pays avant d'aller sur le plateau du Golan pour rendre visite aux casques bleus. Pour la 11e nuit consécutive, l'armée américaine a lancé une campagne de frappe contre des cibles militaires iraniennes. Téhéran a riposté contre des installations américaines dans les pays du Golfe. Dans ce contexte d'escalade croissante, le Pakistan a intensifié ses efforts diplomatiques pour sauver l'accord provisoire conclu entre les 2 pays. Des responsables pakistanais ont ainsi rencontré ce mardi le ministre iranien de l'Intérieur, Eskander Momeni.
Mais au même moment, le président américain a affirmé qu'il n'était pas intéressé par une reprise des négociations. They want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Des bombardements qui coûtent de plus en plus cher aux États-Unis. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré au Sénat que le pays avait déjà dépensé 37,5 milliards de dollars pour mener sa guerre au Moyen-Orient. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. La guerre entre les États-Unis et l'Iran s'est transformée en une lutte pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Le trafic y reste en grande partie interrompu, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix du pétrole à l'échelle mondiale. Cet incendie qui dégage un épais nuage de fumée a été causé par une attaque de l'armée ukrainienne. Kiev visait cet immense entrepôt qui appartient à un géant de l'e-commerce et qui est situé à Nevinomysk dans le sud-ouest de la Russie. L'entreprise n'a pas été ciblée au hasard. Selon Volodymyr Zelensky, elle serait impliquée dans l'approvisionnement de l'armée russe. L'attaque a fait plusieurs blessés selon les autorités qui affirment que d'autres régions ont également été visées par des frappes ukrainiennes. Plus de 4 ans après le début de la guerre, Kiev intensifie ses frappes sur le territoire russe, principalement contre des raffineries pétrolières et des entrepôts commerciaux. Ces bombardements interviennent alors que Volodymyr Zelensky a choisi un nouveau chef des armées, Mikhailo Drapati, 43 ans. Une nomination qui, selon Moscou, ne changera pas la situation sur le terrain. La Russie a en effet lancé plusieurs attaques dans différentes régions ukrainiennes, comme ici à Zaporijia, où ces attaques ont fait au moins 1 mort et 6 blessés. Alors que les négociations entre les deux pays sont au point mort, ce mercredi, le président Zelensky a annoncé s'être entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner pour trouver une issue diplomatique à ce conflit. Le commandement de l'armée ukrainienne remanié avec à sa tête désormais le général de division Mikhailo Drapati. Après plusieurs jours de manifestations d'ampleur en Ukraine, déclenchées par le limogeage du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, la contestation aura eu raison de la décision de Volodymyr Zelensky de démettre de ses fonctions le commandant en chef de l'armée Oleksandr Syrskyi. Son départ était réclamé par les manifestants qui attribuaient la destitution de Mikhailo Fedorov aux relations particulièrement conflictuelles entre les deux hommes. Volodymyr Zelensky a salué la contribution d'Oleksandr Syrskyi à la défense de l'Ukraine, notamment lors de l'offensive de Kharkiv et de l'opération dans la région russe de Koursk. Mikhailo Drapati s'est forgé une solide réputation auprès de nombreux militaires et d'acteurs de la société civile. Il dirigeait jusqu'à présent les forces conjointes, le commandement chargé de coordonner les opérations sur la ligne de front dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. Tout comme Mikhailo Fedorov, le nouveau commandant en chef plaide pour une refonte en profondeur des forces armées. L'Union européenne se prépare à accepter de nouveaux droits de douane américains qui pourraient être imposés dans les prochains jours sur certains produits au nom de la lutte contre le travail forcé. La Commission européenne juge ces taxes injustifiées mais assure vouloir éviter l'escalade. Sa priorité est de maintenir les droits de douane appliqués aux produits européens sous le plafond de 15% fixé dans l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les États-Unis en juillet 2025. De son côté, Washington estime que les efforts actuels pour lutter contre les marchandises fabriquées grâce au travail forcé sont insuffisants et qu'ils nuisent aux intérêts économiques américains. Le régime tarifaire actuel arrive à expiration vendredi. Un responsable américain du commerce a indiqué que de nouvelles mesures liées au travail forcé pourraient entrer en vigueur rapidement. Le département américain au commerce mène actuellement une enquête sur les chaînes d'approvisionnement mondiales dont les conclusions sont attendues dans les prochains jours. La Commission européenne rappelle pour sa part qu'elle dispose déjà de règles strictes contre les produits issus du travail forcé. En juin, elle avait défendu sa propre réglementation alors que l'administration Trump avait relancé sa politique de droits de douane sur les partenaires commerciaux des États-Unis.
L'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a revu à la baisse la dose journalière admissible de TFA, un composé chimique très persistant appartenant à la famille des PFAS, les polluants éternels, de plus en plus détectés dans l'eau potable. Cette décision s'appuie sur de nouvelles études montrant que les TFA peuvent notamment perturber le fonctionnement de la thyroïde, une glande essentielle à la régulation de nombreuses fonctions de l'organisme. Les PFAS sont utilisés dans de nombreux produits du quotidien et de l'industrie, des ustensiles de cuisine aux dispositifs médicaux, en passant par certains équipements militaires ou liés aux énergies propres. En se dégradant, certains d'entre eux peuvent former des TFA. Ces substances se retrouvent ensuite dans les sols, les nappes phréatiques et les cultures, notamment à partir de certains pesticides contenant des PFAS. Leur extrême persistance dans l'environnement alimente les inquiétudes des autorités sanitaires. Les États membres de l'Union européenne sont déjà tenus de surveiller la présence de PFAS dans l'eau potable. D'autres programmes contrôlent également leur concentration dans les aliments afin d'évaluer l'exposition de la population. Elle avait été le théâtre du spectaculaire vol des bijoux de la couronne. La galerie d'Apollon du musée du Louvre a rouvert au public, retrouvant sa fonction originelle de galerie d'apparat du XVIIe siècle, sans vitrine ni joyaux. Les bijoux qui n'ont pas été dérobés lors du casse seront prochainement présentés dans une autre salle qui sera conçue comme une chambre forte sans fenêtre, a précisé le directeur du musée, Christophe Léribaud. En octobre 2025, un commando de 4 hommes s'était introduit par effraction dans la galerie d'Apollon à l'aide d'un camion nacelle et y avait dérobé en plein jour 8 joyaux de la couronne de France. Un braquage qui avait révélé de graves failles de sécurité au sein du musée le plus visité au monde, entraînant le départ de sa présidente d'alors, Laurence Descartes. Le butin du casse, estimé à 88 millions d'euros, demeure à ce jour introuvable.